pareil, upgrade de fou, c'est que Buck, c'était le Wesley anglais en saison 1, et là c'est un personnage super cool Buck dans cette saison. Du coup on a déjà, comme je l'ai dit, on a fait le lien avec Wesley, le fait qu'il était collègue avec Wesley, le fait qu'ils aient réussi à nous laisser penser que probablement tous les corps, tous les meurtres que Fisk a fait commettre dans la saison 1 de Daredevil, le fixeur qui a fait ça c'était Buck, parce que c'est un peu ce que le flashback nous montre, c'est que c'est Buck qui tuait tous les gens en mode fixeur. Peut-être d'ailleurs qu'il a tué l'ami de Foggy, mais on va pas nous le montrer parce que c'était pas le but thématique de l'épisode. Mais du coup je trouve ça cool de me dire qu'en hors-champ, Buck était peut-être là depuis la saison 1 de Daredevil, et c'était lui qui laissait tous les cadavres du Caïd, du coup, dans la saison 1 de Daredevil, donc ça c'est assez cool, et ça te montre l'histoire qu'il a avec le Caïd. Bon, le personnage est assez éloigné du comics, dans les comics il s'appelle Bullet, c'est un personnage qui est très musclé, très costaud comme le Caïd, et c'est un mercenaire américain qui des fois bosse pour le Caïd et des fois bosse pour d'autres personnages. Là on en a fait un personnage beaucoup plus fin, beaucoup plus James Bondien, beaucoup plus classe, charismatique, charmeur aussi. Et d'ailleurs des gens avaient dit ça sur les réseaux, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, Daniel c'est le Evil Foggy, Buck c'est le Evil Matt Murdock, et Heather c'est la Evil Karen Page, et c'est vrai qu'il y a cette vibe qui est assez marrante, notamment avec la fin de la saison où c'est lui qui se prend une balle pour le Wilson, là où dans la saison d'avant c'était Matt qui se prenait une balle du coup pour Wilson, donc je trouve le parallèle assez marrant justement de ce côté là de Evil Matt Murdock un peu. Et pareil, ce personnage-là, on lui a donné beaucoup plus d'épaisseur dans cette saison. C'est que du coup, dans cette saison, même quand il tue des gens, il tue pas juste des gens comme un homme de main méchant, tu vois. Il tue des gens, on sent qu'il a un regret, on sent que c'est un mec qui n'aime pas ce qu'il fait et qui le fait juste par nécessité. C'est que quand il tue le capitaine grec, on voit qu'il s'excuse, il s'excuse du fait qu'il n'ait pas le choix de le tuer parce que le mec avait juste obéi aux ordres en fait. Donc on voit que c'est un personnage qui regrette ses meurtres, qui tue des gens, qui le fait parce que c'est son job. Mais il est pas forcément fan de son job, tu vois, notamment avec le meurtre de Daniel, c'est que Daniel, c'est la seule fois de la série où il a hésité à le tuer, et il a quand même tué, et il se retourne pour voir son corps parce qu'il regrette totalement de l'avoir tué, et c'est sûr que ça va l'impacter mentalement par la suite, quoi. C'est qu'il est complètement il est complètement loyal à Fisk, parce que Fisk lui a donné une seconde chance, lui a donné une nouvelle vie, etc. Il se rend compte que tout ce qu'il vit, que son poste dépasse son humanité, et dépasse la vie de personnes qu'il apprécie, quoi. Donc la relation avec Daniel était super bien gérée, justement, qui faisait très Matt Foggy, donc grand frère, petit frère, mais du coup on sent que ça va le faire évoluer par la suite. Et il y a aussi la relation avec Heather. Du coup il y a toute cette séquence où du coup Vanessa va mettre Heather et lui ensemble, et du coup les deux se draguent un petit peu de façon un peu charmeur, et du coup on sent qu'il y a une alchimie qui est assez intéressante que j'aurais jamais imaginé voir si on avait vu la saison 1, tu vois. Et du coup il y a cette séquence où Buck essaie de calmer les ardeurs de Heather en faisant en sorte que Heather l'étrangle comme Muse l'avait étranglé elle, et du coup on sent qu'il y a un peu ce côté freaks dans les personnages, mais je sais pas si Buck et Heather se reverront parce que malheureusement on sait pas ce que devient Buck à la fin de cette saison, on n'a pas d'épilogue sur lui. Je suppose qu'il est toujours avec Wilson, je suppose qu'il est parti en exil avec Wilson Fisk, et qu'on le reverra quand Wilson reviendra à New York en saison 3, ou peut-être qu'il a abandonné Wilson et qu'il va vivre une nouvelle vie, parce que ce serait bien de développer déjà ce qu'il a vécu par rapport à la mort de Daniel, comment ça l'a impacté émotionnellement, est-ce qu'il sera prêt à trahir Wilson Fisk à un moment donné par rapport à la mort de Daniel, etc. Est-ce qu'il va se faire trahir à un moment donné comme Daniel lui avait dit, Daniel lui avait averti, est-ce qu'il va revoir Heather, est-ce qu'on va vraiment développer une relation amoureuse un peu bizarre entre les deux par la suite. Donc Buck, ils ont vraiment réussi à rendre le personnage super cool, super intéressant, super charismatique, et c'est aussi un des gros coups de cœur de cette saison, et du coup ça m'oblige à parler de Heather, qui a un arc narratif de fou malade. Heather qui était déjà un personnage qui était plutôt intéressant durant la saison 1, parce qu'ils avaient repris le concept du personnage de Nicole Kidman de Batman Forever, la psychiatre qui est fascinée par les justiciers, par les masques, etc., mais qui est anti-justicière, qui déteste les justiciers, qui voit les justiciers comme des faibles, et qui voyait Mus comme un justicier, un vigilante qui voulait la tuer. Du coup, j'aime bien le fait qu'on ait en effet une super vilaine, une antagoniste dans cette saison 2, dans le sens où je trouve que c'est cohérent, parce que déjà, Matt Murdock, déjà parce qu'elle s'est séparée de Matt Murdock qui était un justicier, bon, elle le savait pas, mais du coup, on sent que l'absence de Matt Murdock est en train de la corrompre mentalement, psychologiquement, et on sent que Fisk est en train de la corrompre d'autant plus, et qu'elle bosse dans un univers fasciste, où son poste limite ne sert à rien, parce que tout ce qu'elle fait dans les séances de thérapie, où elle analyse des justicières avec Swordsman et Karen, c'est des séquences où elle fausse toutes les données juste pour faire perdre les procès face à ces justiciers-là. Alors qu'en vérité, son rôle n'est pas important, en fait, elle fausse tout. Et en réalité, ce qui est super intéressant, c'est que les séquences de thérapie qu'elle effectue, en fait, font la thérapie pour elle, pas pour les gens dont elle effectue la thérapie. C'est que Swordsman, on voit que c'est un mec normal psychologiquement, et on voit que toutes les questions qu'elle pose à Swordsman, en fait, ça met en parallèle sa psychologie à elle, la confrontation qui était super cool entre Karen et elle, Evil Karen et Karen, c'est pareil, c'est que Karen est très certaine de ses ambitions, Karen était limite aussi intelligente qu'elle dans le plan de la psychologie, et du coup, il y avait une vraie confrontation. En vérité, on voit que c'est Heather qui révèle son vrai visage à Karen, et qui est en fait victime de sa propre thérapie, en fait.
fait. Donc je trouve ça l'idée super cool de faire de ce personnage qui est anti-justicière, qui trouve que les gens qui portent des masques sont des faibles, et cachent leur véritable personnalité derrière ces masques-là, devenir ce qu'elle renie en fait. C'est que du coup, elle est tellement traumatisée par ce que Muse lui a fait subir qu'elle a des flashbacks et des cauchemars et des hallucinations de Muse partout tout le temps, avec le thème musical de Muse, et la petite mise en scène de la caméra qui pivote et tout, ce qui est plutôt cool en mode de Dutch Angle, pour te montrer que la situation n'est pas cool, entre guillemets. Et du coup, je trouve ça super intéressant de faire de ce personnage un personnage qui est brisé psychologiquement, qui est en train de partir en cacahuète, de devenir méchante, qui est en train de renier les justiciers, alors qu'elle-même se sent plus en sécurité quand elle met le masque de Muse, quand elle vole des bijoux qui sont dans le code couleur de Muse, que quand elle mène une vie normale en fait. C'est un personnage qui est vraiment corrompu par ce qu'elle a vécu. J'aime bien les séquences où t'as l'avocat Hogberg qui essaye de la draguer et elle lui l'emmerde complètement. Mais voilà, entre ça et les séquences avec Vanessa, on sent que Vanessa c'était un petit peu un pilier pour elle qui l'aidait à rester stable, ça se voit clairement. La mort de Vanessa va tout péter et on sent que maintenant elle va commencer à se lâcher, elle vole des bijoux, elle est vraiment traumatisée, elle se laisse se faire, elle imite les mouvements de son assaillant Muse sur Buck en l'étranglant, etc. Et donc à la fin elle porte le masque du Muse, elle accepte son identité, et j'adore cette idée de mise en scène où justement elle met le masque et on voit son visage non masqué dans son reflet pour montrer que son vrai visage c'est ce masque-là, et plus ce qu'elle était avant. Donc elle cache, maintenant sa véritable personnalité va se refléter dans le masque de Muse, et je trouve que son arc narratif fonctionne super bien. Après, j'aurais peut-être aimé la voir un peu plus réagir sur toute la partie où Matt dévoile qu'il est Daredevil, parce qu'elle a quand même vécu plusieurs mois avec Matt Murdock en saison 1, et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on voit un peu plus de ça, de leur relation dans l'épisode final, voir comment Heather réagit sur le fait que Matt, du coup, est Daredevil, etc. Mais peut-être que c'est ça qui l'a fait accepter de devenir Lady Muse, parce qu'on le sait, on a vu les photos de tournage pour la saison 3, elle va devenir Lady Muse, et je trouve ça limite cool qu'ils aient réussi à rendre Muse plus flippant dans les séquences d'hallucination de cette saison que dans la saison 1, où Muse était un véritable ratage. Et le showrunner a clairement dit qu'il a pas pu faire tout ce qu'il voulait faire avec Muse en saison 1, parce que il y avait tous les retournages, etc. Et qu'avec Heather, ils ont voulu offrir l'opportunité d'offrir un giga arc narratif à Heather, qui justifierait le fait qu'on puisse enfin réexploiter le mythe de Muse en saison 2 avec Lady Muse. Donc pour le coup, Heather, très très bon personnage. Margareta Levieva, femme charmante tout d'abord, excellente dans le rôle, vraiment très très forte. Et vraiment, il y a des moments où elle est vraiment flippante quand elle pleure, quand elle est en colère, etc. Elle joue très très bien. Et pour le coup, Lady Muse, je serais très curieux de voir comment ils vont traiter Lady Muse, parce que Heather, à dernière nouvelle, c'est pas une meuf qui a des skills au combat, c'est pas une artiste. Donc comment ils vont adapter Lady Muse? C'est que le design est cool dans les photos de tournage. J'ai entendu dire qu'ils allaient peut-être faire de Lady Muse une serial killer qui tuerait des justiciers, ce qui serait très cohérent avec Heather qui elle-même devient entre guillemets une justicière, mais qui déteste quand même les justicières. Donc c'est un peu un personnage qui est complètement en opposition totale avec ses idéaux, mais qui accepte quand même sa nature, etc. Donc son personnage est très intéressant psychologiquement parlant. Et donc j'espère qu'ils vont bien mieux exploiter le délire de Muse dans cette saison-là que dans la saison 1. Je vous invite à voir mon avis sur Muse sur TikTok, ou sur ma critique du coup de la saison 1, où j'étais très très méchant sur ce qu'ils avaient fait sur Muse, mais en même temps c'était vraiment éclaté au sol ce qu'ils avaient fait sur Muse. Bref. Ok. Ensuite, on peut parler vite fait de Sheila. Pour le coup, Sheila Rivera, c'est l'un des rares personnages qui est moins développé dans cette saison que dans la première. C'est dans la première, une gérante administrative de la mairie. Elle a fait ça toute sa vie. Et puis boum, d'un coup, elle bosse pour un maire corrompu qui est Wilson Fisk. Et on voit en saison 1 qu'elle veut essayer de sauver des gens, etc. Qu'elle veut essayer de pas être corrompue par Fisk. Et à la fin, elle va quand même balancer le commissaire. Et c'est à cause d'elle que le commissaire est tué, du coup. Donc dans cette saison-là, elle est plutôt calme. Dans cette saison-là, elle fait profil bas. On voit qu'elle regrette la mort du commissaire Gallo, parce que c'est elle qui a causé sa mort en vérité par défaut. On voit qu'elle essaye de sauver un peu Daniel, qu'elle essaye de faire en sorte que Daniel ne soit pas pris dans les mêmes tourments qu'elle. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le personnage n'a pas beaucoup de séquences. Il y a des séquences où on voit qu'elle a des portes de sortie quand elle parle avec la gouverneure qui lui propose un poste, quand elle appelle le gars qui propose à Fisk de partir en exil. On voit qu'elle trouve des échappatoires légales pour enfin sortir de Fisk, mais après elle n'est pas extrêmement développée, c'est ça le truc. Le truc c'est que ce personnage-là, ce sera très intéressant de la voir dans la saison 3, parce que on le sait grâce au trailer de Brand New Day et au phototournage de la saison 3, qu'elle devrait être la maire de New York, ou en tout cas qu'elle devrait candidater en tant que maire de New York. Et en vrai ça peut être très intéressant parce que malgré tout, malgré le fait que ce soit un personnage qui est meilleur que Fisk bien sûr, idéologiquement parlant,
elle a quand même participé à certains des méfaits de Fisk. Donc elle a quand même fait des conneries et elle a peut-être une part sombre en elle qui fait que peut-être c'est pas elle la mère idéale pour New York. Donc en vrai ça peut être giga intéressant de voir comment elle va être dans la saison 3 de Born Again par rapport au fait qu'elle ait bossé pour Fisk et qu'elle soit un peu un héritage de Fisk. Pourquoi on réélirait la secrétaire de Wilson Fisk en fait? C'est un peu ça c'est un questionnement qui peut être très, très intéressant. Donc on verra ce qu'ils en feront, peut-être qu'ils feront tout l'arc où Luke Cage va essayer de devenir maire de New York, ce qui serait très très cool aussi. Mais voilà pour Sheila. Et du coup on a bien sûr la milice du coup anti-justicière avec Powell notamment. Donc on a le personnage de Sanders qui est le petit jeune qui doute des pratiques de Fisk et qui essaye de trahir son groupe en essayant de collaborer avec Daredevil. J'avais trouvé ça très très marrant justement que Daredevil sache très bien qu'il ment pas, mais qu'il le traite comme s'il était un menteur et il le tabasse et tout, c'est assez marrant comme séquence. Du coup ce personnage-là qui va sortir par Powell, et en vrai Powell, comme j'ai dit, pareil dans le cas du MCU, je trouve qu'on n'a pas tant ce profil-là de personnage. Mais ça fait longtemps que dans l'univers de Marvel, j'ai pas eu un personnage qui est vraiment juste un gros connard détestable que tu veux voir crever chaque minute. Genre. Vraiment, c'est vraiment ce personnage-là, Powell, et je trouve que ça marche super bien parce que c'est un personnage un peu comme Homelander à des niveaux différents, mais c'est un personnage, c'est une vraie merde, c'est un vrai connard, il frappe des femmes, il torture des gens, il prend plaisir à torturer des gens, il bute des flics en disant que c'est des justiciers. C'est vraiment un connard. C'est le seul mec qui a réussi à frapper Jessica Jones. Ce mec, c'est un connard, c'est à cause de lui que White Tiger est mort, etc. quasiment. C'est vraiment une merde. Mais parfois le personnage est comique. Parfois le personnage il se fait tabasser par Daredevil. Parfois il y a des situations où il est un peu dans la merde et parfois il est un peu du coup parfois ça rend un personnage assez comique. Mais je trouve que ça fait du bien dans ce type de série d'avoir des personnages qui sont des pures incarnations du mal en fait, qui sont des pures enflures. Et je trouve que l'acteur est vraiment très très bon, très charismatique dans ce truc-là. J'adore les regards qu'il se fait avec Matt Murdock où les deux se provoquent à chaque fois. Et du coup Powell, je trouve que c'est un personnage qui est très cool. J'aime aussi beaucoup les nouvelles armures de la Task Force où ils ont pris le modèle du gilet pare-balles du Punisher avec le logo Punisher en plus du coup. Je trouve le look assez cool. Et je trouve que le personnage du coup est assez réussi. Ça va être très très cool de le voir essayer de buter Matt Murdock en prison en saison 3, parce que c'est sûr qu'il va essayer de buter Matt Murdock en prison. Donc ça va être très très cool de continuer de voir Powell être un connard en saison 3. Mais je dirais que l'une des déceptions de cette saison, c'est Cole North. Cole North, du coup, qui est son collègue flic. Du coup, d'ailleurs, ça nous a aidé, ça nous a permis de répondre à une des questions qu'on se posait, du coup, en saison 1, c'est que dans la saison 1, il y avait une grosse explosion dans le building de Matt, où il y avait Cole North dedans. Et au final, on voit qu'il a des brûlures, et au final, on voit qu'il a survécu et qu'il a des brûlures, et qu'en fait, oui, ils ont pris en compte l'explosion et le fait qu'il était dedans, etc. Du coup, Cole North, c'est typiquement le personnage qui a été le plus sous-exploité de cette saison, dans le sens où ils sont en train de créer un arc de rédemption dans son personnage, dans le sens où en fait, on découvre que ce personnage-là, en fait, depuis le début, en fait, il avait tué White Tiger parce qu'il pensait que White Tiger était un tueur de flics. Et du coup, en fait, pendant toute la saison 1 et 2, il est juste très très méchant. Et puis, quand t'as la nièce de White Tiger et la femme de White Tiger qui disent que non, jamais mon mari aurait tué un flic, c'est là qu'ils se rendent compte que merde, j'ai tué un mec qui était pas un tueur de flic, j'ai tué un mec qui était bien en fait, et c'est là qu'il se dit vas-y je vais taper Powell et je me rends, tu vois. C'est extrêmement simple. Après il y a aussi le fait qu'il ait pas vu que Fisk ait tué le commissaire, tu vois, donc il a jamais vu des flics se faire tuer dans le cadre de la mairie de Fisk, de la campagne de Fisk. Mais c'est un personnage, il est pas développé du tout, quoi. C'est que le mec, il a sa cicatrice, il a envie de se venger, il a tué White Tiger, et il suffit juste qu'on lui dise que ouais, c'était pas un tueur de flic. Et en fait, Powell lui a menti. On le voit douter quand Powell tue le petit jeune devant lui. On voit que là, il commence à douter, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas... C'est typiquement le type de personnage dont on aurait développé davantage la vie dans la série Netflix. On aurait montré sa vie en dehors de ce job. On aurait montré ses doutes moraux. On aurait montré ses tumultes. On aurait montré ses tumultes. On aurait montré ses pensées, etc. Alors que là, c'est un personnage qui est limite figuration. Et c'est qu'à la fin qu'on montre un truc intéressant. Et je sais, moi, je connais pas très bien le personnage dans les comics, mais je sais que les fans du personnage dans les comics, où justement, c'est un mec qui doit arrêter des héros, mais qu'en vérité, c'est un mec bien quand même, qui bossait pour Fisk et qui ensuite va bosser pour Daredevil, ben là pour le coup c'est pas aussi bien fait que dans le comics je suppose quoi. Après pour le coup je serais très curieux de le voir du coup en saison 3, où en saison 3 il va certainement protéger et s'allier à Matt Murdock en prison, et ça peut être très très cool à voir d'avoir genre Cole North en bras droit ou en protecteur de Matt Murdock en prison, ça peut être très très cool à voir, et j'espère que là l'acteur et le personnage auront le droit à une belle promotion en tant que personnage, quoi, parce que en vérité ça restait quand même décevant. Et ensuite nous avons le personnage de Vanessa, du coup, donc Haylett Durer qui nous dit au revoir, du coup, dans cette saison, et en vrai sa mort est totalement cohérente, totalement mise en place, hein. Quasiment toutes ces scènes sont là pour mettre en place son décès, hein. C'est pour ça qu'il n'y a aucune surprise sur son décès, et c'est pour ça qu'il y a un sentiment de cohérence et de logique dans le fait qu'elle doit mourir à ce moment-là, justement, et je trouve que ça marche super bien, c'est que du coup, je trouve qu'on n'aurait pas pu faire une meilleure fin pour Vanessa, c'est que le personnage est assez bien développé, c'est que on sentait que c'était un peu une version plus froide de Wilson, c'est qu'elle elle était prête à tuer des gens de façon froide, et là dans cette saison, là où Daredevil a perdu Foggy en cette saison, bah là maintenant c'est Wilson qui doit perdre Vanessa, qui doit perdre son compas moral dans cette saison là. Donc là c'est donc en fait là c'est juste un échange de neurones,
C'est juste une question d'équilibre entre les deux personnages, que Wilson doit perdre quelqu'un qu'il aime, et la seule personne qu'il aime véritablement le plus au monde, c'est Vanessa. Et toutes les scènes sont là pour nous utiliser ça, toutes les scènes sont là pour nous montrer que Vanessa va mourir, c'est la séquence où elle rêve de Dex qui est sur le point de la tuer, la séquence où elle est en train de se prendre un pistolet pour se défendre elle-même, où elle essaie de devenir indépendante, les moments où elle s'allonge par terre, elle s'imagine à la plage avec Wilson, elle pense à aux vacances qu'elle a eues avec lui, le fait qu'elle aimerait se reposer peut-être, vivre une belle vie en dehors de New York avec lui, mais on comprend que jamais Wilson lâchera New York et que Wilson maintenant veut carrément aller au-delà de New York en tant que conquête de territoire. Donc on sent que même elle n'est plus aussi importante qu'avant dans la tête de Wilson, parce que Wilson va aller plus loin que New York et elle sait qu'en vérité elle ne connaîtra jamais la paix en vérité avec Wilson. Et j'aime beaucoup les séquences où justement ils sont un peu nostalgiques, où ils parlent de leurs souvenirs, de la plage, de comment ils se sont rencontrés, du fait qu'ils aient pas eu d'enfants, que ce soit un peu le roi et la reine, du fait que même elle ne réussira jamais à satisfaire tous les besoins de Wilson, et le fait qu'elle essaie d'être indépendante, tu vois, c'est qu'il y a des relations qui sont bien traitées avec elle et Heather, où il y a un peu une relation maternelle avec Heather qui est assez cool, qui marche super bien. Et du coup, tout le côté où, bien sûr, si Vanessa était encore en vie, la gouverneure aurait permis à Wilson Fisk de continuer son gouvernement, parce que Vanessa était là pour calmer les ardeurs de Fisk, justement. Donc sans Vanessa, Fisk serait peut-être encore maire, en fait. C'est que la mort de Vanessa va tout casser, et tout est là pour nous montrer qu'elle va mourir de la meilleure des manières, parce qu'en vérité, la mort de Vanessa, c'est vraiment la mort que Wilson n'aurait jamais pu empêcher. Il n'y a à aucun moyen Wilson Fisk aurait réussi à empêcher la mort de Vanessa, parce que Vanessa a tout fait pour ne pas obéir à tout ce que Wilson lui a demandé. C'est que Wilson lui dit de pas aller à son rendez-vous parce que c'est dangereux, elle y va. Ensuite Wilson lui dit non, va pas me voir au match de boxe parce que c'est dangereux, il peut avoir des menaces, etc. Elle y va. Et au moment où Bullseye est en train de balancer du coup l'effigie qui va tuer Vanessa, en vérité, Vanessa aurait pu survivre. C'est elle qui est sortie du bras de Powell pour avoir la chance de tuer Bullseye. C'est elle qui s'est interposée pour protéger son mari et pour tuer Bullseye. Et du coup, en fait, Vanessa, la seule personne responsable de la mort de Vanessa, c'est Bullseye, et Vanessa elle-même en partie, en fait. C'est que tout est là pour te montrer que Vanessa est morte de son propre chef. Elle a voulu devenir indépendante, elle a pris le gun, elle a essayé de tirer sur Bullseye, elle est venue quand même célébrer, elle est quand même venue au match de boxe, et en vérité, c'était le moment parfait de la tuer parce que c'est le moment où les deux avaient tout gagné. Wilson avait gagné le match, Vanessa avait gagné la gouverneure, et là, boum, Bullseye débarque et gâche tout, en fait. Du coup, c'était le scénario parfait de voir ce personnage-là qui a enfin réussi à s'émanciper à minima de son mari. Et c'est à ce moment-là qu'elle va mourir, et la façon dont elle meurt est absolument excellente. C'est que du coup, bien sûr, c'est la vengeuse de Bullseye, du coup, qui l'avait manipulé elle toute sa vie. Donc il y avait la séquence de rêve avec la balle de baseball qui rappelle bien sûr Bullseye de la saison 3, et le bureau de psychiatrie, et tout le leitmotiv de la feuille qui devient bleu quant à la vision de Bullseye. Bon, ils ont quand même moins fait le délire Ils ont quand même moins fait le délire de l'éclairage bleu quand il y a Bullseye, ils se sont un peu calmés là-dessus. Bon là où Daredevil, à chaque fois qu'il se bat quelque part, il y a un éclairage rouge qui est très rouge, pour le coup. Après ça fait très comique, tu me diras les backgrounds rouges derrière les personnages, ça fait très très comique comme mise en scène, mais voilà, il y a tout le délire de la rose, qui bien sûr est un symbole connu des comics pour le Caïd, parce que son fils Richard Fisk s'appelait Rose. Du coup tu as le symbole de la rose qui devient bleu quand elle rêve de Bullseye, et qui sera morte quand Vanessa est morte, du coup, donc il y a ça qui marche très très bien, et on ne pouvait pas avoir une meilleure fin que ça, genre vraiment, littéralement, Bullseye du coup balance le symbole de Wilson Fisk, le symbole de son pouvoir, le symbole de la mairie sur la ceinture de la victoire de Wilson Fisk. Wilson va taper sur la collection, et c'est l'un des fragments qui va tuer Vanessa en fait. Du coup, Bullseye et Fisk sont les deux responsables de la mort de Vanessa. En fait, Wilson est responsable de la mort de Vanessa parce que c'est Wilson qui avait recruté Dex en saison 3. Dex ensuite a été exploité par Vanessa, et en plus c'est le pouvoir de Wilson, c'est le fait qu'il soit devenu maire, le symbole de son goodies, le symbole de cette petite statuette là qui va tuer Vanessa, c'est l'ambition du Caïd qui est devenue tellement grande que ça va tuer sa femme. Et en plus visuellement c'est extrêmement bien montré parce que justement le sang va couler du côté gauche de la robe blanche de Vanessa, ce qui va faire un miroir avec le fameux tableau qui réunit les deux, qui est du coup le lapin dans une tempête de neige, le tableau qui a fait leur relation, qui a fait leur rencontre, qui aussi a une tache de sang sur le côté gauche aussi. Donc du coup Vanessa devient comme sa peinture, le blanc pur avec cette tache de sang là. Et puis ensuite elle est emmenée à l'hôpital, et ensuite tu as tout cet épisode flashback où on te montre comment elle est devenue la femme du Caïd, comment les deux se sont rencontrés, le fait que Vanessa avait toujours été stratège, le fait que Vanessa a toujours bien compris les gens, même quand elle était en galerie d'art,
et le fait qu'elle avait toujours une avance sur tout le monde. Et comme je l'ai dit, en vrai, bon, on sent qu'ils ont mis des prothèses et tout, mais les rajeunissements sont plutôt bien faits. Bon, il y a quelques perruques, notamment la perruque de Charlie Cox, c'est pas oufissime. On sent que les acteurs ont un peu vieilli, mais globalement, ils ont quand même bien retranscrit les looks de la saison 1. Bon, il y a un petit côté Better Call Saul où on sent qu'ils ont quand même pris de l'âge, mais c'est pas trop grave. Mais c'est plutôt bien fait, comme je dis. Et donc, on sait que depuis le début, Vanessa a toujours maîtrisé sa destinée et a toujours été extrêmement intelligente et manipulatrice. Donc on te montre avant même qu'elle rencontre Wilson et elle avait ça en elle. Donc il y a ça qui marche super bien. Et puis il y a toute la séquence où au final elle se réveille de l'hôpital. C'est que Wilson est tellement pris dans l'émotion de voir Vanessa de nouveau de retour qu'il va pas laisser l'infirmière voir si Vanessa va bien et si tout est safe pour elle. Et en plus elle va demander à la médecine, à l'infirmière, juste traiter l'infirmière comme un homme de main vulgaire. Du coup lui demandant de commander un jus de pomme pour Vanessa alors que Vanessa n'aime pas le jus de pomme. Et Wilson est tellement pris par les émotions qu'il se rend pas compte qu'en fait c'est pas normal, que Vanessa ait peur, que Wilson gueule sur l'infirmière, que Vanessa aime bien le jus de pomme maintenant alors que normalement elle aime pas. Wilson est tellement pris par les émotions qu'en fait il est en train de tuer sa femme en empêchant les médecins d'aller la voir en fait. Du coup j'aime beaucoup le fait que c'est clairement Wilson qui a causé la mort de sa femme sans le vouloir parce qu'il est trop pris par les émotions, parce qu'il est extrêmement impulsif, et du coup ensuite elle boit le jus. Après je sais pas si c'est le jus qui la tue ou si c'est juste parce que du coup les infirmiers n'ont pas pu la traiter à temps. Mais du coup Vanessa meurt et du coup tu as toute cette séquence où du coup tu as les dernières images d'elle devant le tableau où du coup on fait un gros fondu en blanc qui rappelle la couleur blanche du tableau et de la pureté que représentait Vanessa. C'est que le caïd porte un costard blanc parce que ça rappelle la pureté du tableau blanc et de Vanessa, le code couleur blanc du caïd. Et du coup elle meurt avec ce fondu en blanc. Et du coup on fait la boucle bouclée, l'épisode se termine sur leur rencontre durant la première saison de Daredevil où les deux se rencontrent pour la première fois. J'ai fait banger absolu, incroyable, super cool. Et puis ce mythe sera définitivement éteint justement quand Daredevil et le caïd vont s'affronter devant le tableau blanc du coup, où Daredevil va aussi avoir sa trace de sang maintenant sur le tableau blanc, et où à la fin le caïd, du coup Wilson, va détruire le tableau en balançant Daredevil dessus, en montrant que sa rage a pris le dessus sur son héritage, sur sa femme, sur l'amour en fait. Et on voit que sa rage ne pourra jamais le stopper, et du coup ça met définitivement un terme à l'amour qu'il avait pour Vanessa. Et je trouve ça très très beau, et je trouve que l'arc du personnage était excellent, une superbe fin pour le personnage, franchement j'ai rien à redire. Et ensuite, j'aimerais parler du personnage de Mr. Charles, joué par le super cool, très charismatique, du coup Matthew Lillard, donc très connu pour son rôle dans Sammy, dans Scooby-Doo, dans Scream, FNAF, etc. Ça fait très bien de le voir dans cette série parce que Matthew Lillard, il a vraiment une vibe très très comique, tu vois. Du coup, le voir dans l'univers de Daredevil, c'est très particulier, et c'est justement l'objectif de ce personnage-là. L'objectif de ce personnage-là, c'est vraiment de casser le ton, de casser le rythme, et de casser un peu la dynamique de base de Daredevil, dans le sens de l'univers de Daredevil, dans le sens où lui, il est là pour montrer que Wilson Fisk, en tant que maire de New York, il a peut-être les pleins pouvoirs, mais à l'échelle du monde, il n'est rien du tout. Il contrôle un petit caillou dans un géant bout de roc, entre guillemets, et Mr. Charles, c'est un mec de la CIA qui n'a aucun respect pour Wilson Fisk. C'est ça qui est très marrant avec son personnage-là, c'est que Wilson déteste Mr. Charles, et Mr. Charles s'en fout, c'est que Mr. Charles, il est pas habillé de façon élégante, il a aucun respect vestimentaire, il mange tout le temps des snacks ou des choses, on en a rien à faire, et bien sûr, en tant qu'agent de la CIA, ça représente un symbole de pouvoir, un symbole de provocation, ce côté-là, le fait qu'il n'ait pas peur de manger des cochonneries devant le maire, tu vois. Donc je trouve que ça crée une dichotomie dans la tonalité qui est super intéressante, qui marche assez bien. Et puis Matthew Lillard, bon, on l'a clairement engagé pour faire du Matthew Lillard, mais ça marche super bien. Après, je dirais que même si j'adore les scènes entre lui et Wilson, où Wilson est sur le point de péter un plomb, il veut le buter à chaque instant, mais il sait qu'il peut pas parce que la CIA pourrait le faire tomber, et la CIA est beaucoup trop puissante par rapport à lui en fait. C'est que là, la CIA a besoin de lui pour vendre les armes à l'étranger, etc. Parce que Wilson maintenant a des ambitions pour régner au-delà de New York. Il a besoin de la CIA pour faire ça, et s'il tue Charles peut le faire tomber en fait. Notamment on voit que Charles est limite plus cruel que lui quand il dit qu'il va faire tuer tous les gens qui étaient dans le bateau et tous les gens qui vont nettoyer le bateau. Donc on voit à quel point Charles lui aussi est cruel et s'en fout, il voit ses agents comme des pions qui sont prêts à mourir pour leur cause. Du coup ça rend le personnage assez détestable dans ce côté-là. Après, je trouve que son personnage n'a pas un rôle extrêmement important dans l'intrigue, ce serait mon défaut. C'est que j'aurais pensé que la CIA et son personnage auraient un impact beaucoup plus fort dans l'intrigue. Au final, je pense qu'on aurait pu faire la saison en partie sans lui, je pense. C'est qu'au fait, la seule pression qu'il a mis sur Fisk, c'est faire en sorte que la gouverneure fasse tomber Fisk, entre guillemets, mais c'est pas une intrigue on n'avait pas besoin de lui pour faire ça, tu vois. Donc c'est pas important. Et en dehors de ça, il est surtout là pour relier le reste à Jessica Jones et à Luke Cage. C'est que comme c'est un mec de la CIA qui veut recréer, parce que du coup c'est un mec de la CIA qui travaille pour Valentina, les Gardes-Fontaine, donc le petit lien avec Thunderbolts et le MCU.
Bah du coup, il veut former une petite équipe. On voit qu'il a essayé de recruter Jessica Jones, ça a pas marché. Il a essayé d'attaquer la maison de Jessica Jones, ça a pas marché. Il a recruté Luke Cage, ça a marché. Et maintenant que Bullseye est libre, il va recruter Bullseye pour ses fins. Du coup, Mr. Charles, en fait, c'est un personnage qui est surtout là pour faire des setups pour la suite de l'univers Marvel, notamment peut-être pour nous faire une vraie équipe, pas comme le film Thunderbolts, mais pour nous faire une vraie équipe de Dark Avengers, d'équipe de super vilains, vraiment connards, tueurs, assassins. J'espère vraiment qu'on aura le droit à ce truc-là, je l'espère vraiment, plus qu'à faire avancer cette saison 2-là. C'est que dans cette saison 2-là, il a de très bonnes interactions avec Fisk, ça crée des dichotomies très intéressantes. Mais de façon générale, mais de façon globale, il n'a pas un impact de fou dans cette saison. Ces scènes sont cool, mais lui en tant que tel, on pourrait faire sans lui, entre guillemets. Donc c'est quand même, ce personnage est quand même une légère déception, et j'espère vraiment que ce personnage-là est un personnage des comics, parce que bien sûr c'est un nom de code, qu'il a, on connaît pas son vrai nom, et j'espère vraiment que la théorie que les fans font, qui disent qu'il s'agit d'Henry Gyrich est vrai, parce qu'Henry Gyrich c'est un personnage extrêmement important de la sphère politique gouvernementale de l'univers Marvel, et ça lui irait comme un gant, je pense, il a déjà un peu le look. Donc j'espère que c'est un personnage des comics, son personnage, et que justement c'est un personnage qui est clairement là pour apparaître dans d'autres projets. Donc peut-être qu'on le reverra dans un film avec Valentina, peut-être qu'on le reverra dans une autre série à part ou autre. Bon, je pense qu'on le verra en saison 3 du coup, maintenant qu'il bosse avec Bullseye. Mais c'est un personnage sympathique quand même, et ça nous permet du coup d'arriver sur l'un des GOAT, peut-être le GOAT de cette saison. Mon GOAT, j'adore ce personnage, Benjamin Poindexter, Bullseye, le tireur. J'adore ce personnage, je suis tellement heureux que Wilson Bethel soit de retour, qu'il ait repris le rôle, je l'aime beaucoup trop. Et quel kiff c'était de revoir ce personnage-là, mais quel kiff absolu, j'adore ce personnage. C'est peut-être mon méchant Marvel préféré tellement je le kiffe. C'est que comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, Bullseye c'est un psychopathe qui a pas vraiment de but. Et là, même en ayant donné une backstory à Bullseye dans cette série, ils ont réussi à le rendre extrêmement intéressant et aussi réussi, voire plus réussi que la version des comics. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Bon, son costume, je trouve que son costume est mieux que dans la saison précédente. Bon, là, il y a un côté plus pare-balles, le costume est un peu plus sombre en termes de couleur, il est moins violet pétant que la dernière fois. Il a son petit logo cette fois-ci. Après, donnez-lui juste le costume classique. Arrêtez avec ce costume, le Black Ops. On veut voir sa mâchoire, les gars. C'est que le mec, il a un visage tellement expressif. Déjà, heureusement qu'il est extrêmement expressif avec les yeux, parce que du coup, au moins, ça lui va quand même bien le masque, puisqu'il est très expressif avec le regard, Wilson Bethel. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois, donnez-lui le costume des comics avec la mâchoire ouverte, quoi. On veut le voir en mode Bullseye des comics en noir et blanc avec ce look-là, quoi. Donc, ne faites pas chier avec ça. Mais sinon, j'adore l'arc qu'il a dans cette saison, parce qu'en vérité, en fait, le truc, c'est comme Wilson Fisk catégorise tout le monde, tous les personnages masqués comme des justiciers. Bullseye, qui lui est un assassin, il s'imagine en justicier en fait. C'est ça qui est super drôle, c'est que du coup Bullseye, on se dit, imagine qu'un psychopathe se croit être un justicier. Et c'est exactement ce qu'on a, c'est que là du coup Bullseye dans cette saison, c'est un personnage qui d'un coup à la manière de Matt Murdock devient un peu religieux, c'est que le mec il se dit que depuis que j'ai survécu à cette chute que Daredevil m'a causée, c'est pour un but précis, c'est parce que le destin a voulu que je survive, et du coup maintenant je vais me recueillir à l'église, je vais commencer à croire au fait que j'ai un grand but en moi, je vais commencer à chercher le pardon et à savoir quel est mon grand destin. Donc c'est très très marrant de voir Bullseye à l'église à la place de Matt Murdock par rapport à ça, c'est très drôle. Et du coup on va commencer et du coup en tant que justicier, il va commencer à buter des agents de la milice anti-justicière partout. Il va les massacrer de fou, et du coup il y a des séquences où il stalk, il observe Vanessa pour préparer son meurtre, et du coup les séquences où du coup il va tuer la milice, notamment la séquence du diner, qui est excellente. Un peu déçu quand même, parce que les gens avaient énormément vendu cette séquence avant la sortie de la saison 2, et en vérité la séquence est super cool, mais elle est pas aussi ouf que ça. C'est qu'en vrai, la séquence où Bullseye massacre les flics, il les massacre tellement vite que ça passe assez vite. En fait, il y a pas grand chose à voir en vérité. Il y a des choses qui sont très fun, et ça ils y vont à fond dans cette saison. On exploite à fond les capacités de mise en scène de Bullseye. C'est qu'à chaque fois la caméra pivote quand il jette un truc, la caméra tourne vers l'objet quand il jette un truc aussi, la caméra s'amuse dans la mise en scène à montrer Bullseye, et on s'amuse à se servir d'objets qui n'ont aucun sens pour buter des gens. Mais on s'en fout, c'est Bullseye, c'est très bien comme ça. Le mec il va buter des gens avec des pailles, avec des homards, avec des disques, tu vois, ce personnage est incroyable, je m'en fous. Ces scènes d'action sont incroyables, la petite scène d'action qu'il a avec Daredevil marche super bien, et en plus on respecte totalement tous les détails qu'on avait du personnage
dans la saison 3 de Daredevil, c'est-à-dire le fait qu'il est extrêmement maniaque, que tout soit ordonné, qu'il fasse son lit à la perfection, que son appartement soit parfaitement parfait, il n'y ait aucun détail qui dépasse, sa manière qu'il a à jouer avec ses pièces pour entraîner un peu la dextérité de ses mains, et les petits détails qu'on a sur le personnage, le fait qu'il écoute de la musique, comme quand il écoutait ses cassettes de psychiatre du coup dans la saison 3, le ballon de baseball qui revient plus tard aussi. Donc on retrouve totalement tous les tics qu'on avait de Bullseye en saison 3, on retrouve totalement le même personnage que la saison 3 de Daredevil, et on retrouve vraiment la suite de ce personnage-là qui, après 2 saisons où il a été manipulé par les Fisk, Wilson et Vanessa, dans cette saison, ce qui est super intéressant avec Bullseye, c'est que cette fois, il n'obéit à personne, il fait cavalier seul, et c'est vraiment la variable impossible à maîtriser de cette saison. C'est que du coup, tout le monde est dans un camp, le camp Matt Murdock, le camp Wilson Fisk, et au milieu, il y a Bullseye, on sait pas ce qu'il fait. C'est que Bullseye, lui, il fait tout comme il veut, il maîtrise tout, c'est ni un gentil, ni un méchant, c'est un anti-héros, mais en vérité, c'est pas un anti-héros non plus, c'est quand même un vrai connard, c'est un méchant quand même. C'est que lui, il se voit comme un anti-héros parce qu'il bute des gens, mais quand il bute la milice dans la scène du diner, il les massacre, quoi. Ils sont en train d'agoniser par terre, quoi. Donc c'est horrible. Mais t'as cette séquence qui est absolument hilarante, où il va commander son milkshake, il va appeler les flics, il va dire qu'il est Frank Castle, et encore une fois, c'est super bien joué, parce que bien sûr, il dit que c'est Frank Castle, parce que si j'étais Bullseye, ils se seraient tous mis en mode sniper, alors que quand tu dis que c'est Frank Castle, ils vont tous directement venir sur le lieu pour arrêter Frank Castle. Donc c'était bien trouvé de sa part, mais du coup, il le joue d'une manière où on voit qu'il s'en bat la race. Le mec, il est sadique, il sourit tout le temps, et c'est un psychopathe, et ils ont complètement respecté la vibe un peu que j'ai de Bullseye. Quand tu vois dans les comics, avec ses grands sourire dans les divers covers de comics, ils ont complètement compris le truc. Donnez-lui le costume des comics et donnez-lui des cartes à jouer et ma vie est complète. Il faut qu'il bute un mec avec une carte à jouer, je m'en fous. Je m'en fous. Mais son arc est super cool, comme j'avais dit, c'est que du coup dans sa tête, il s'est mis à l'idée que maintenant qu'il a tué Foggy, il se dit à la fois il a envie de se venger en se vengeant de Fisk, et il se dit en tuant Vanessa qui lui a ordonné de tuer Foggy, l'équilibre sera fait, il aura tué Vanessa, il aura causé un équilibre entre Matt et Wilson Fisk en fait. Du coup je trouve ça super drôle de voir qu'il a stalké Matt Murdock depuis le début, pour lui envoyer son petit message à la fin de l'épisode 1, et ça montre à quel point le personnage a tellement d'aura que même quand on le voit pas, on sent sa présence. Ça marche super bien avec son thème musical et tout. On voit qu'il se fait un peu une fixette sur Daredevil, où il se dit, dans cette saison, j'ai aidé les Fisk, maintenant je vais aider Daredevil, je vais devenir un héros un peu comme lui en fait. Je lui dis que je suis son allié, sauf que j'ai buté des gens partout, et du coup Daredevil il est pas d'accord avec ça, et puis arrive la séquence où il va du coup quasiment tuer Vanessa, il va causer un massacre du coup dans le match de boxe à Fogwells, et ensuite tu as l'épisode 5 où Dex il a rempli sa mission divine, il est prêt à mourir. C'est que Dex, en fait, il a tellement plus de vie, il a tellement été manipulé, il a tellement été torturé par les fils, qu'il a tellement plus rien après ça, il a aucun allié, il est seul en vérité, Dex, que maintenant qu'il a quasiment tué Vanessa, et que là en plus il s'est pris la balle, c'est que Vanessa a eu un impact sur lui, Vanessa a quand même réussi à lui tirer dessus, il est prêt à mourir. En plus, t'avais la séquence d'avant où Daredevil sauve Bullseye du caïd, et sauve le caïd de Bullseye, donc c'est très marrant encore une fois par rapport à Daredevil, et du coup t'as toute cette séquence où justement Daredevil déteste Bullseye, il le déteste, il a tué Foggy, il a aucune compassion pour lui, mais pour Foggy il va essayer de le sauver, et durant tout l'épisode Bullseye lui dit de le laisser mourir, de le laisser crever, etc. Et du coup j'aime beaucoup leur relation parce que du coup on voit un homme essayer de sauver son pire ennemi, quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant et qui marche super bien avec l'épisode 5 encore une fois, jusqu'à ce pitch absolument excellent dans l'église où du coup Bullseye. Et ça change, en vérité, ça change des discussions qu'on a souvent avec les héros et les méchants. Ça, c'est un truc que je relèverais positif. C'est que souvent, les relations et les speeches entre les héros et les méchants, c'est souvent une discussion sur le bien et le mal. Là, pour le coup, la relation qu'a Daredevil avec Bullseye ou avec le caïd va au-delà de ça dans cette saison. On a des discussions qui sont un peu plus inédites par rapport à ça. C'est justement, Bullseye dit à Daredevil que tu fasses un truc bien ou un truc mal, ça va rien changer, ça va toujours foutre le bordel, et qu'en vérité personne ne change réellement en fait. En gros, Bullseye dans son discours dit très clairement que moi je vais jamais changer, toi tu vas jamais changer, tu sais que si je repars, je vais refoutre la merde, je vais rebuter des gens, etc. Donc on sent que ce sont deux adversaires qui se comprennent totalement dans le fait qu'en fait ils pourront rien changer d'eux, c'est que on sent qu'il y a quand même du bon en Bullseye, c'est une vie malgré tout qu'il faut sauver, et parce qu'il va s'en servir après aussi. Mais il changera jamais véritablement, quoi. C'est que c'est un personnage qui a des regrets, qui est prêt à mourir, qui se déteste aussi, je pense. Donc il y a un côté très intéressant sur ce personnage qui n'a plus d'empathie et qui voit tout comme des mathématiques, en fait. Et c'est exactement aussi ce qu'on a quand il fait le Hello Karen à Karen, où il provoque Karen parce qu'il a déjà, c'est la fameuse phrase qu'il dit tout le temps quand il traumatise Karen, du coup. Et du coup, le Hello Karen, où il veut clairement que Karen le tue, clairement. Donc cette séquence-là est absolument excellente d'ailleurs. Et à la fin, Daredevil est tellement impuissant, il perd tellement le contrôle de la situation qu'il accepte de libérer Bullseye, et Bullseye va quand même l'aider, justement, c'est que Bullseye du coup va sauver la gouverneure et va faire ce truc bien
qu'il aura fait dans sa vie. Il aura au moins fait une chose de bonne, du coup, Bullseye, où il fait son salut militaire, il est trop content. Bullseye est content de faire un truc héroïque, du coup, c'était assez marrant. Et puis il y a la séquence finale qui est très marrante, justement, où justement il est confronté à un mec qui a volé son identité, ce qui est très marrant par rapport au fait que lui, dans Daredevil saison 3, il avait usurpé l'identité de Daredevil. Donc ça fait un peu la boucle bouclée, et bien sûr, il le défonce. Et par contre, les gars, Bullseye, il faut arrêter. À chaque fois qu'il est en sniper, il n'arrive jamais à buter Fisk. Ça, faut arrêter. Mais bon. Et je trouve que son personnage, du coup, était extrêmement bien traité parce que je trouve qu'on arrive à jongler parfaitement sur le fait que c'est un antagoniste. Il veut être un anti-héros, mais il pourra jamais vraiment être un anti-héros parce que ça reste un psychopathe, tu vois. Donc il reste méchant quand même. Donc je trouve que la balance est très bien gérée, on n'en a pas fait un gentil non plus, tu vois. Il fait pas partie de la team Daredevil, tu vois. C'est pas vraiment ça. Donc je trouve qu'on a réussi à parfaitement jongler sa psychologie, sa personnalité et ce qu'il fait, et j'aimerais tellement en voir plus de lui en saison 3, et j'adore la fin qu'on lui a réservée pour la saison 3, parce que vraiment, clairement, l'étape d'après, quand on adore le personnage, quand on aime les comics, c'est de voir Bullseye bosser pour le gouvernement. C'est un truc qui fait énormément dans les comics, c'est qu'il devient un mercenaire. Dans les comics, un mercenaire qui va essayer de buter Wolverine, qui va essayer de buter Hawkeye, etc. Et puis l'étape suivante dans les comics, c'est quand il rejoint les Thunderbolts et puis les Dark Avengers, où là il va devenir un membre officiel du gouvernement et il va voler l'identité de Hawkeye, tu vois. Et je pense que ça pourrait créer des possibilités vraiment infinies pour le personnage. Déjà qu'il a un costume plus comics accurate, que maintenant tout ce qu'il fasse soit légal, c'est-à-dire que maintenant Bullseye il peut faire tout ce qu'il veut tant que c'est en concordance avec le gouvernement. Il va peut-être faire partie d'une équipe de super vilains grâce à Mr. Charles, et j'adorerais, même si j'ai très hâte de le revoir en saison 3, j'espère qu'on va le crossover avec d'autres personnages du MCU. J'adorerais le voir rencontrer le Punisher, bien sûr. J'adorerais voir Bullseye confronter Hawkeye aussi, ce serait excellent. J'adorerais qu'il tente un truc similaire aux Thunderbolts aussi. Parce que je pense que Bullseye dans une équipe, imagine Bullseye avec Sentry, ça peut faire des relations de fou malade. Donc voilà, Bullseye, vraiment le MVP de cette série. Lui, Daniel, Heather, vraiment les 3 personnages à retenir de cette saison, je dirais. Et enfin, nous arrivons sur les 2 personnages majeurs de cette saison, du coup Matt Murdock et Wilson Fisk. Donc comme je l'ai dit, j'aime beaucoup l'évolution que du coup a Matt Murdock en tant que chef de rébellion. En vérité, le chef de rébellion, c'est Karen, lui c'est plus le symbole. C'est vraiment son DD, c'est vraiment son costume qui fait de lui un symbole, et c'est fou. En vrai, en rétrospective, je trouve ça tellement cool de voir l'évolution qu'on a eu du personnage, qui a été ce héros clandestin en pyjama noir en saison 1, qui dans cette saison ne se cache plus et est un symbole de rébellion, où tu as une grosse partie de la population new-yorkaise qui va mettre le masque de Daredevil et qui va combattre en son nom. Et je trouve ça super cool de faire de Daredevil un symbole de New York. D'ailleurs, dans les séquences de foule, il y a un mec qui a le bras de Bucky, un mec qui est déguisé en Bucky, ça m'a fait rire. Donc je trouve ça rigolo aussi. Bucky Bucky qui a fait partie du Congrès, donc c'est pas non plus incohérent par rapport à ça. Mais du coup, Daredevil devient un symbole de rébellion et d'union, et ça c'est super intéressant du coup de voir team up avec White Tiger, Swordsman, Jessica Jones, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être la saison où il est le moins présent de toute la série, ce qui me dérange pas, parce que je trouve que Matt Murdock c'est un personnage qu'on a tellement développé depuis 11 ans maintenant, que laisser de la place aux autres personnages me dérange pas, surtout qu'il y a beaucoup trop de personnages, comme je l'ai dit, il faut réduire. Mais moi ça me dérange pas qu'il soit moins, qu'on le développe moins et qu'on laisse plus de la place aux autres personnages, mais je trouve ça aussi cool que je pense que c'est probablement la saison où on l'a jamais vu autant en costume de Daredevil. Tous les épisodes il est au moins habillé une fois en Daredevil, et ça c'est très cool du coup de le voir en mode rebelle, caché, ensuite à capuche, en perruque, et essayer de parler aux gens, d'inspirer la confiance, et puis d'essayer de saboter toutes les tâches de Wilson Fisk, que c'est super cool. Et du coup ça nous conduit à des scènes assez réussies, notamment justement toute la scène où il se fie à la description auditive de Kristen pour aller à Red Hook libérer du coup les prisonniers. Il y a ce côté très rebelle qui va libérer tous les prisonniers du fascisme, qui marche très très bien et qui est vraiment très très épique dans l'évolution de son personnage. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans cette saison-là, sa morale est complètement positive. C'est que dans la saison 1, il hésitait à tuer Fisk parce qu'il avait quasiment tué Bullseye avant, et ça l'a tellement hanté qu'il ne se l'est pas pardonné, et du coup maintenant il refuse de tuer des gens. Et du coup c'est intéressant de confronter ça à sa relation avec Bullseye, à sa relation avec Karen qui veut tuer des gens, et au fait que justement il sait qu'il ne tuera jamais Wilson Fisk cette fois. C'est qu'il y a eu des saisons de Daredevil où il a voulu le tuer, mais là dans cette saison, alors que Fisk n'a jamais été aussi puissant, là il veut pas le tuer. Mais il faut qu'il trouve un moyen pour l'arrêter dans tous les cas, c'est un peu ça le truc. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on traite vraiment Daredevil comme le grand justicier de New York, mais aussi comme une nuisance. C'est qu'à cause de lui, il y a des choses qui sont moins bonnes, c'est à cause de lui qu'il y a des gens qui rentrent en rébellion et qui vont mourir à cause de lui.
Ben, c'est à cause de lui qu'il y a des manifestations qui vont finir en massacre en fait. C'est à cause de son inspiration, à cause de ce qu'il est devenu. C'est que à cause de lui, à cause de ce qu'il est devenu, c'est moi qui est devenu, il y a des sacrifices. Et donc ça rend le personnage imparfait. Et c'est ce qu'il comprend quand il discute avec Wilson Fisk, c'est que comme d'habitude, il y a très peu d'interactions entre les deux. Et à chaque fois qu'il y a des interactions entre les deux, ce sont des interactions très mémorables, puisque à chaque fois ça rend la séquence épique et très 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 forte en tension. Hein, parce que l'alchimie entre les deux est excellente évidemment. Hein, Wilson Fisk et Matt Murdock. Et du coup, c'est ça qui est super intéressant avec son personnage, c'est que c'est un personnage qui accepte qu'il est une nuisance, et c'est pour ça qu'il accepte de mettre fin au mythe de Daredevil à la fin de la saison. C'est que du coup, à la fin de la saison, bah, on est à l'opposé total de la saison 1, où il masquait son identité Daredevil pour être Matt Murdock, et là c'est l'inverse, là il est complètement en Daredevil, et en fait il doit sortir de l'ombre et reprendre son identité de Matt Murdock pour gagner en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré, parce que du coup c'est le contraste complet avec la saison précédente, et ça rend son retour en Matt Murdock vraiment excellemment bien fait, vraiment super cool. Vraiment ce côté accomplissement du personnage qui ne pourra jamais ne pas être avocat non plus, quoi. C'est que Daredevil, c'est un héros, c'est un boxeur, c'est un justicier et c'est un avocat. Et ça c'est incroyant. La religion a quand même une présence bien plus pondérante dans cette saison. Notamment par rapport à tout le discours qu'il a sur la grâce, sur la rétribution, par rapport au fait d'épargner Fisk, d'épargner Bullseye. La séquence où il retourne à l'église, où il parle aux jeunes prêtres pour l'aider à retrouver Bullseye, qui est très touchante, avec des flashbacks de son enfance quand il était jeune aussi. Donc on insiste beaucoup plus sur le côté religieux de Matt Murdock, et ça m'a fait plaisir qu'on retourne beaucoup plus sur ça, qui était beaucoup moins présent en saison 1. Donc là je ressens beaucoup plus ce que je veux ressentir avec le personnage de Daredevil, c'est ce côté croyant, ce côté plus mystique, on va dire. Et le côté avocat, qui du coup revient sur la fin en tant que gros climax de cette saison. Matt qui revient en tant qu'avocat et qui du coup se sert du fait de revenir dans la lumière pour discréditer Fisk, du coup, puisque j'avais adoré cette séquence où Fisk, ça se voit qu'il veut pas le dire, mais il se sent obligé de dire que Matt Murdock est un héros, justement, et il veut pas le dire, mais pour s'avantager, bah, il veut que les gens retrouvent Matt Murdock pour que lui puisse le faire tuer ou le faire enfermer, justement. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette séquence où Fisk fait de Matt Murdock un martyr, alors que lui, il déteste Matt Murdock, et du coup, quand Matt Murdock revient quand Matt Murdock revient à la lumière, justement, comme il est contre Fisk, du coup les gens se posent des questions sur le fait que non, il a sauvé Fisk, pourquoi il serait contre Fisk. Donc je trouve que l'idée scénaristiquement parlant marche super bien. Donc ça marche très bien, mais c'est vrai que je trouve qu'on est dans une saison où Daredevil est accompli. On est sur le Daredevil Prime, on est sur le vrai Daredevil. Il a sa morale, il a ses scènes d'action, il a le costume ultime, et je pense même, moi j'ai toujours dit que le costume de Ben Affleck était meilleur que tous les costumes de toutes les versions de Daredevil de Charlie Cox. Mais celui-là, je l'adore tellement, ce costume. L'idée est incroyable. Parce qu'à la base, on est sur le costume noir classique de Daredevil, le costume de Shadowland. Sauf que là, du coup, ils ont eu cette idée de fou d'en fait juste reprendre le costume rouge de la saison précédente et de mettre du spray noir dessus pour montrer que Daredevil, plus la saison avance, plus le spray s'efface et plus on voit le rouge de son costume. Donc on voit que le personnage revient de plus en plus dans la lumière. En fait, donc je trouve ça super intéressant par rapport au côté rébellion. Et l'idée du costume est beaucoup trop cool, et le costume il a beaucoup trop de flow. Ce costume vraiment dinguerie de fou, j'adore. Et du coup, comme j'ai dit, c'est vraiment la saison ultime de Matt. Il est heureux avec Karen, il a sa moralité, il est le chef d'une rébellion, il a jamais été aussi important. Et justement, sa moralité est récapitulée avec l'épisode avec Foggy où il épargne Bullseye. Et du coup, j'adore le fait que Fisk fasse de Matt un martyr, alors que lui, justement, refuse de tuer Fisk, parce que s'il tue Fisk, il fera de lui un martyr. Du coup, il sera mort plus ou moins en tant que héros, et il refuse de faire ça. Il veut que Fisk soit arrêté légalement, ou en tout cas que tout le monde ait connaissance des actes de Fisk, mort ou vivant. Plutôt vivant quand même pour lui. Donc je trouve que leur confrontation est super intéressante, parce que Daredevil, dans cette saison, il se voit comme une nuisance, et du coup, quand il parle à Fisk, il dit « S'il te plaît, faut qu'on arrête. On arrête ce combat. J'arrête d'être Daredevil, j'arrête d'être le caïd. Tu es tellement puissant, je ne pourrai jamais te mettre en prison, parce qu'à chaque fois que je te mets en prison, tu t'évades et tu refous le bordel parce que tu as trop d'influence, tu es trop puissant. Le seul moyen pour que tout ça s'arrête, c'est que nous deux on arrête. On a causé trop de mal à cette ville. J'arrête d'être Daredevil, j'arrête d'être le caïd. La première fois, Fisk refuse, et j'ai trouvé ça super cool que le combat entre les deux se déroule en épisode 6 et pas en épisode 8. Tout le monde s'attendait à ce qu'on ait ce combat en épisode final, et en fait on l'a en avant-dernier épisode, ce que j'ai trouvé super surprenant, et ça m'a vraiment pris de court. En plus, en reprenant des plans des comics, avec du coup l'ombre démoniaque de Daredevil sur le visage de Fisk, et la manière dont Fisk bat Daredevil en lui mettant un coup de genou en slow motion, qui est une des covers de Devil's Reign, donc c'est très très stylé visuellement. C'est que Karen commence à péter un plomb, il libère Bullseye, et il perd des gens, et il se dit qu'il faut que j'arrête juste d'être Daredevil, et en fait c'est en Matt Murdock que je vais gagner. C'est ça qui était super cool, et j'ai adoré du coup la fameuse séquence de procès. Bon, si c'était Netflix, je pense qu'on aurait eu un épisode entier dédié au procès. Là on a quand même 25 minutes, ce qui est quand même cool, on a quand même la moitié de l'épisode qui est dédié au procès.
mais toute la séquence de procès que j'ai adoré, où justement j'adore le fait déjà qu'il est habillé en rouge sombre, donc on montre déjà que, donc même en tant que Matt Murdock, il y a le côté Daredevil en lui qui marche super bien, mais le fait qu'il soit bien en rouge sombre, et que du coup il fasse le fameux « Je suis Daredevil », bah, je trouve qu'il y a vraiment un impact qui marche super bien, parce que Daredevil c'est un personnage qu'on connaît depuis 11 ans, ça fait des années qu'il a essayé de masquer son identité à tout le monde, et en plus on l'avait foreshadowé avec la fin de l'épisode 1, où à la fin de l'épisode 1 tu as des membres de la milice qui découvrent qu'il est Daredevil avant de se faire buter par Bullseye, et du coup là, dès là tu te dis putain, dès le premier épisode il se passe un truc choquant comme ça, tu te dis, donc c'était déjà foreshadowé par le premier épisode de cette saison 2, et donc c'est vraiment une séquence qui a de la valeur parce que Daredevil c'est l'un des derniers héros du MCU qui a une identité secrète, et ça fait 11 ans qu'il en a une de secrète, et du coup le fait que c'est pas le Caïd qui la dévoile pour le faire tomber lui, et que ce soit lui-même qui le dévoile pour faire tomber le Caïd, bah ça marche super bien, et du coup il y a ce côté je suis Iron Man qui marche super bien, et qui rend la scène très très forte, où Matt est en paix avec lui-même, tout le monde est conscient de sa véritable nature, et c'est pour ça qu'à la fin, il réussit enfin à refaire le deal avec Wilson Fisk, à la manière de la fin de la saison 3, ils ont refait un deal, bon qui n'a pas tenu à cause du décès de Vanessa, mais du coup là il refait un deal avec Fisk où les deux abandonnent leurs identités, et du coup Fisk part en exil, et lui du coup accepte d'arrêter d'être Daredevil. Et du coup, je trouve que la fin, du coup, on revient sur cette séquence de restaurant qui rappelle Netflix, où il se fait arrêter par la police. Limite, même si on l'a vu en prison, on n'a jamais vu un Matt Murdock aussi apaisé à la fin, dans le dernier plan de cette série, avec le petit sourire qu'il lâche en prison. On voit qu'il est en paix avec lui-même, en tant que juriste et tout, en tant qu'avocat. Il sait qu'il est coupable de plein de choses, et il accepte totalement ce qu'il a subi. Il sait que la ville est sauvée de sa présence. Et du coup, je pense que psychologiquement, ça peut être super intéressant de développer comment ils vont le développer en saison 3. Parce qu'en saison 3, on va essayer de le tuer, il va être mis dans la merde. Et est-ce qu'il va vouloir redevenir Daredevil après? Parce que bien sûr, toute cette saison était là pour montrer que Daredevil est aussi un cancer pour New York, comme le Caïd. Et est-ce qu'il voudra redevenir Daredevil? À mon avis, il y aura un événement qui va l'obliger à revenir, un événement peut-être la main, un truc comme ça. Mais c'est vrai que ce sera super intéressant de développer sa psyché par rapport au fait qu'il ait lâché son identité, et puis le fait qu'il pourra plus jamais redevenir le Daredevil classique, c'est que maintenant tout le monde sait qu'il est Daredevil, il pourra plus jamais être avocat à New York, etc. Donc il y a plein de choses qui basculent avec cette révélation, qui pour le coup est très osée, et va changer toute la dynamique qu'on a eue avec le personnage de Matt Murdock. Et c'est fou qu'en 11 ans de développement, ils arrivent à développer des choses aussi intéressantes sur Matt Murdock, mais vraiment la séquence de procès quand il commence à gueuler sur tout le monde, à prouver qu'il est Matt Murdock, Charlie Cox c'est vraiment excellent, et il a vraiment beaucoup de scènes d'action dans cette saison, et on voit à quel point il les gère. Bon, il y avait encore une facilité scénaristique, c'est toute la scène d'action avec Jessica Jones, où justement il y a une bonbonne qui est en train d'exploser, et Daredevil et Jessica Jones se barrent au lieu d'essayer de sauver les gens qui étaient en train de se prendre dans l'explosion. Pour moi, c'était un petit peu anti-Daredevil, mais je trouve que dans ce côté-là, on a vraiment compris le personnage, et je trouve qu'on n'a jamais vu Daredevil autant en Daredevil, en fait, que dans cette saison. C'était vraiment le Daredevil ultime, et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire, tout comme Wilson Fisk, évidemment, parce que Wilson Fisk, bah du coup, il a jamais été aussi fort que dans ce début de saison 2, il est le maire de New York, il contrôle la ville, il contrôle tout, mais on arrive quand même à l'écraser avec la CIA, du coup, qui collabore avec lui. Le fait que le mec, en fait, c'est un peu comme Homelander, il sera jamais satisfait de rien. Je dis ça parce qu'il y a The Boys qui est diffusé en même temps, donc je regarde les deux en même temps à chaque fois. Mais en fait, il sera jamais satisfait de rien, en fait. Parce que là, il a New York, il a sa femme, et là, il choisit de vendre des armes pour qu'ils soient utilisés dans d'autres pays. Donc en vérité, il veut aussi conquérir d'autres mondes, en fait. Wilson Fisk ne sera jamais satisfait de sa fin, en fait. Et donc on voit que c'est un personnage qui ira toujours de plus en plus loin, mais qui dans le niveau où il est, il est extrêmement puissant à l'échelle de New York et à l'échelle de Daredevil, mais à l'échelle de la CIA, c'est juste un petit détail en fait. Et ça qui est intéressant, c'est que du coup, on a déjà parlé de Mr. Charles, on va pas se répéter, mais ça c'est quelque chose qui est super intéressant dans son personnage, sa relation avec les autres personnages, notamment, j'aime bien la petite séquence qu'il a avec Heather, en fait qu'il y a que avec Heather qu'il arrive à se confier sur sa tragédie par rapport à Vanessa, parce qu'il y a que Heather qui lui dira la vérité en tant que psychologue, donc il y a ça qui était intéressant, et même lui capte que Heather a fait des conneries, il lui avait volé un bijou de Vanessa aussi, et du coup dans cette saison, il reprend complètement le costard blanc du Caïd, il est constamment iconisé du coup en contre-plongée, de dos avec son crâne chauve, etc. Et ce que j'ai adoré dans cette saison, c'est que là, cette fois, on place le Caïd dans des lieux qui sont propres à Matt Murdock dans cette saison. Et c'est vrai, limite, c'est surprenant qu'on n'ait jamais vu le Caïd dans ces emplacements-là. Mais par exemple, voir le Caïd dans le gymnase Fogwell, donc le gymnase iconique de Jack Murdock, de Matt Murdock, où Matt s'est entraîné plein de fois dans ce gymnase, du coup, ça fait très... déjà, scénaristiquement parlant, c'est très bien trouvé de se dire que le Caïd a accepté cet endroit pour tendre un piège à Daredevil pour qu'il vienne, parce que c'est un lieu qui est proche de l'enfance de Daredevil, de Matt, mais en même temps, je trouve ça super cool, encore une fois, c'est ce qu'ils avaient superbement bien fait en saison 1, et c'est ce qu'ils ont superbement bien fait en saison 2 également, c'est les parallèles constants entre Daredevil et le Caïd. C'est que la série adore, des fois c'est moins bien, des fois c'est très bien, mais la série adore mettre deux scènes en parallèle et les entrecouper
pour avoir des parallèles thématiques entre ces bouts de scène à chaque fois. Ils adorent couper, ils adorent mettre deux scènes en alterné, et du coup il y a souvent des scènes en alterné entre Daredevil et le Caïd. On montre à quel point ces hommes en vérité sont plus proches qu'ils ne le pensent en vérité. Notamment les séquences où ils se battent, la séquence du couloir en fin de saison 2, bien sûr, on leur ment pas les deux personnages, bien sûr. La façon dont les deux poussent des cris de rage quand ils se battent aussi. La séquence de boxe qui rappelle bien sûr Daredevil, qui a aussi cette âme de boxeur. Bon, d'ailleurs, la séquence de boxe, ça m'a beaucoup rappelé le fait que Trump va organiser un match de MMA ou de UFC à la Maison Blanche. Moi, je vois encore des parallèles à Trump partout. Mais ça, c'était plutôt marrant. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir à quel point il triche parce qu'il prend un mec qui a 40 kilos de moins que lui aussi. Mais encore une fois, respect à Donofrio qui s'est bien musclé les bras parce que le mec, il a 66 ans. Et il a jamais eu autant de scènes d'action que dans cette saison quand même, donc il est toujours aussi excellent. Et puis comme d'hab, il est parfait, hein. Il est magistral, l'un des plus grands méchants de l'histoire de Marvel. Vraiment là, les grimaces qu'il fait, la gestuelle qu'il a. En plus là, il pousse des petits cris qui sont très marrants. Le ah qu'il lâche à Karen dans la fin de la saison était très marrant. Ses mimiques de bras, sa démarche un petit peu zombiesque, les mouvements de ses mains, le côté enfantin, cette performance ne cessera jamais de me bluffer. La performance de Vincent D'Onofrio dans le rôle est vraiment trop fort. Surtout quand tu le vois en interview. J'ai vu des interviews de D'Onofrio, j'ai vu des podcasts avec lui, etc. Ça m'a vraiment fait quelque chose, la séquence où Vanessa se réveille à l'hôpital, et j'ai jamais vu Fisk aussi vulnérable, aussi terrifié, aussi heureux. Genre là, dans cette séquence, on voit que D'Onofrio a perdu sa voix de Fisk, qui reprend sa voix normale dans ce moment-là, et ça m'a fait tellement bizarre d'entendre la vraie voix de D'Onofrio sous la voix graveleuse de Fisk, que vraiment ça m'a fait quelque chose, et j'ai trouvé la performance de D'Onofrio, surtout dans cette séquence-là où il perd sa voix, et il reprend sa voix normale à lui, voir le Caïd complètement brisé, et vraiment perdre son charisme, entre guillemets, tellement il est pris par sa femme. J'ai trouvé ça tellement fort en émotion, hein. Et tout ce qui a été fait pour moi correspond parfaitement à son personnage, quoi. Le fait que c'est le symbole de son règne, de son pouvoir qui tue sa femme, le fait que ce soit son comportement enfantin qui ne s'empêche pas d'essayer de bien prendre soin de sa femme, qui va tuer sa femme aussi. Tout correspond au personnage. Bon, bien sûr, la séquence où il tue le médecin, tout le monde l'a vu venir. Après, le médecin était assez con aussi, faut le dire. Mais c'est le Caïd, quoi. C'est le Wilson Fisk qu'on aime, quoi. C'est totalement ça. Et la séquence où il massacre le mec dans le match de boxe, mais putain, c'est le Caïd, quoi. Ça marche beaucoup trop bien, quoi. Ça marche extrêmement bien. Et vraiment, c'est moi la séquence qui va vraiment faire basculer le personnage, parce qu'avec Vanessa, il était le roi, il maîtrisait tout, avec la CIA qui l'aidait. Et là, boum, la mort de Vanessa. Il est complètement brisé, il perd tout. Les séquences avec Wesley, je trouve qu'il est très bien rajeuni. Il a vraiment le look qu'il avait dans Netflix, ça marche très bien. Et justement, tout ça Et justement, tout le monde s'attendait, parce qu'on devait tous imaginer le jour où Vanessa allait mourir. On s'était tous dit que Vanessa allait mourir un jour, parce que c'est le truc à faire si on veut faire le développement ultime de Wilson Fisk. Et on s'attendait tous, le jour où Vanessa mourrait, le Caïd se déchaînerait et détruirait tout sur son passage, un peu comme ce qu'on imaginerait de Homelander, encore une fois. C'est deux personnages très similaires, hein, c'est pour ça que je les compare, c'est des grands enfants, entre guillemets, c'est des personnages qui sont assez similaires dans ce côté-là. Et en vérité, j'ai adoré l'idée de l'épisode où en fait on va juste Wilson Fisk ne pas dire un mot de tout l'épisode, donc l'épisode des funérailles de Vanessa. Et la seule fois qu'il commence à parler dans cet épisode, c'est à la fin quand il retrouve Daredevil, quoi. Donc je trouve que je trouve ça intéressant de nous montrer qu'en fait Fisk il est pas en train de tout péter. En fait, il est juste complètement mort de l'intérieur. Il est déshumanisé, il est froid, il est fade, il a plus d'objectif précis. Et je trouve que c'est une route qui est assez surprenante, mais assez bienvenue pour l'utilisation du personnage à ce moment-là. Et comme j'ai dit, je trouve ça super intéressant, du coup, de voir Fisk dans le gym de boxe. C'est super intéressant aussi de le voir dans une église, hein. C'est que l'église, normalement, c'est le truc de Daredevil. Là, c'est la première fois qu'on voit Fisk dans une église avec les parfaits contrastes de lui, qui est le seul homme habillé en blanc parmi tous les gens habillés en noir. Parce que bien sûr, le blanc, c'est la couleur de la pureté que représentait Vanessa. Et d'ailleurs, dans l'épisode d'après, il va commencer à s'habiller plus en noir parce qu'il a perdu la pureté que Vanessa lui donnait. Bon, même s'il sera habillé en blanc pour l'épisode final quand même. Mais du coup, il y a ce symbole-là qui était aussi représenté par sa tenue vestimentaire. Et on le voit également en procès. Enfin, on n'a jamais eu Wilson Fisk en procès, on l'a eu dans la boxe, en église, en procès. Les trois lieux maîtres de Daredevil ont été partagés par Wilson Fisk dans cette saison. De quoi confronter davantage le parallèle entre ces deux personnages-là, ce qui est super cool. Et du coup, j'ai adoré tout ce qu'on a fait avec ce personnage-là, avec cette confrontation finale en procès, où Fisk, du coup, par pure vengeance, va essayer de faire tomber Karen Page et Daredevil, et du coup, va être interrogé dans le procès. Et limite, le procès de Karen va devenir son procès à lui, où Matt Murdock va tout faire pour se confronter à lui. Déjà, il y avait le combat de l'épisode 6 qui marchait très bien, justement, entre Fisk et Daredevil, où je pense que c'est l'un des meilleurs combats qu'ils ont jamais eu entre les deux. Déjà parce que ça faisait très longtemps qu'ils s'étaient pas combattus déjà, et parce qu'on sait que c'est un combat qui est juste là pour juste éveiller leur rage à eux deux. Ils ont plus de but précis, ils veulent juste
il veut juste se relâcher, c'est des grands animaux. Hein. Bah, c'est ça qui est très intéressant dans cette scène d'action-là, qui fonctionne super bien. Jusqu'au moment où Daredevil gagne le combat, mais il sait qu'il ne peut ni le tuer, ni le faire arrêter. Donc on voit à quel point Daredevil est impuissant. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait vraiment rendu le Caïd invincible dans cette saison, c'est que là, le Caïd, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas l'emprisonner. Il t'en fait un martyr si tu le tues, et si tu l'emprisonnes, il va revenir, c'est sûr. Parce que en vrai, ils ont raison, parce que le Caïd, ça fait 2 fois qu'il a fini en prison dans Daredevil quand même. Donc là, le refoutre en prison, ça a été assez saoulant et assez peu intéressant. Donc là, ce qu'ils en ont fait est beaucoup plus intéressant justement, avec du coup cette confrontation en procès où c'est Matt qui va dévoiler son identité de Daredevil. D'ailleurs, j'adore les petites séquences où t'as Wilson qui sait que Daredevil l'entend au loin et donc lui parle dans le vide. Donc j'aime bien ces séquences-là aussi. Et donc à la fin, ils ont choisi de nous faire une Rogue One. Ils ont donné une séquence de couloir au Caïd, une séquence de couloir où jamais on a traité le Caïd de façon aussi horrifique, je pense. C'est que là, le Caïd, déjà il y a le petit bout un petit peu comique de Donofrio qui improvise un petit peu, j'imagine, mais j'ai jamais vu le Caïd comme ça, genre. Là, le Caïd est vraiment terrifiant, c'est vraiment une force de la nature qui tue tous les jeunes rebelles, il les massacre tous, il s'en bat la race, il y a son costard blanc qui se tache plein de sang. C'est vraiment la scène était très choquante, mise en parallèle avec Daredevil qui se bat en parallèle aussi à côté. Mais voir le Caïd tuer tous ces pauvres jeunes rebelles, c'était vraiment très choquant. C'est pour ça que, même si j'adore la conclusion, ça fait quand même très très bizarre de voir Daredevil épargner Wilson Fisk alors que le mec a buté plein de jeunes rebelles juste avant, tu vois. Mais j'ai vraiment adoré l'imagerie du coup de ce duel final qui du coup se déroule dans le palais de justice. Du coup on a vraiment le symbole de la justice qui se décide entre ces deux visions-là, qui est Daredevil et le Caïd, et où du coup les deux se reconfrontent, genoux à terre, comme à la saison 3 de Daredevil, où du coup tu as tous les rebelles qui veulent buter Fisk commence à se faire tuer par les rebelles, et j'ai l'impression que Fisk il a envie de mourir dans cette séquence. C'est que Fisk il a plus de but dans la vie, il ne sera plus maire, ça il le sait, et il a plus sa femme, et il veut pas quitter New York, parce que la seule chose qui lui reste c'est New York, et du coup je pense que cette séquence-là où il se bat contre tous les rebelles, il réveille sa rage, mais à la fois il se laisse mourir, il veut mourir à ce moment-là, mais Daredevil l'en empêche parce que Daredevil ne veut pas que son groupe soit tout comme celui de Fisk. On est différent de lui, quoi. C'était un poil caricatural, mais c'était stylé quand même, et j'aime vraiment le contraste avec tous ces costumes rouges, et Fisk en haut comme un roi déchu, avec le sang sur le costume blanc, dans son espèce d'estrade du dessus, avec les barges escaliers en parallèle, sur les côtés, c'était vraiment excellent. Vraiment, le décor de fin pour le gros combat final marchait super bien, et du coup, Daredevil ne se bat pas contre lui, et juste parle avec lui, et du coup, le pire sort que tu puisses réserver à Fisk, c'est l'exil. Et du coup, tu vois cette fameuse plage dont Vanessa parlait tant, et tu vois Fisk tout petit dans le plan, tout seul dans cette plage, en exil. Et du coup, je trouve ça du coup, le contraste est très très marrant de voir du coup Matt en prison et Fisk libre. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a d'habitude. Mais dans tous les cas, les deux ont perdu, entre guillemets. Les deux ont eu le meilleur sort qu'ils pouvaient avoir. Sauf que Matt a l'air d'être beaucoup plus heureux que Fisk. Là où Fisk, il lui reste plus rien, il est tout seul en exil, un peu comme un Napoléon qui va peut-être mourir seul dans son île, tu vois. Et je trouve que c'est un sort qui est très intéressant, qui est aussi inspiré par des comics où il a déjà été en exil aussi, où il a essayé de fonder une nouvelle famille, etc. Bon, je pense pas qu'ils iront jusque-là. Mais même si... Et ça je pense qu'on va terminer la critique sur ça. Mais même si j'adore le personnage de Wilson Fisk, et je pense que la direction qu'ils vont prendre avec sa grosse beubare qu'on a vu dans les photos de tournage, ça va être marrant parce que maintenant on va faire une confrontation entre les deux barbes des deux héros, des deux protagonistes en saison 3. Ça va être marrant. Même si j'ai hâte de voir comment ils vont montrer Fisk en saison 3 en mode mec recherché, qui a tout perdu, qui se cache derrière une barbe, etc. Vraiment le Caïd qui a perdu tout son pouvoir. J'espère qu'ils vont se calmer avec le Caïd. Malheureusement, Born Again a vraiment été vendu comme une série duo entre les deux, mais Daredevil peut clairement exister sans le Caïd, et inversement aussi. En vrai, j'ai l'impression qu'ils étirent l'espérance de vie de son personnage là, parce que pour le coup, dans le MCU, c'est très très rare de voir des vilains survivre aussi longtemps, ça faut le dire. Là, le Caïd, ça fait 11 ans qu'il est là, alors que le mec, il a tué tellement de gens, tu vois, donc c'est quand même une dinguerie. Mais ça se voit que dans leur tête, ils se disent, on ne le tuera pas tant qu'on ne l'aura pas fait affronter Spider-Man. Mais le truc, c'est que c'est tellement une galère juridique de faire en sorte que lui affronte Spider-Man, qu'ils vont se sentir obligés de le ramener dans toutes les saisons de Daredevil jusqu'à qu'ils aient enfin trouvé un moyen de le confronter à Tom Holland, quoi. Et du coup, ça me fait chier parce que moi, je trouve personnellement que là, le Caïd, l'arc qu'il a à la fin de cette saison, ça pourrait être la fin du personnage, on pourrait ne plus jamais le revoir. Hein. Mais ils vont quand même le ramener. J'espère que la manière dont ils vont le ramener sera super intéressante et sera vraiment pertinente en termes d'acting et d'arc narratif. Mais même si on le ramène, j'espère qu'il va pas prendre toute la saison et j'espère qu'on va se focus sur de nouveaux antagonistes.
J'espère vraiment qu'on va se concentrer sur de nouveaux antagonistes. Juste ramener la main, déjà ce serait bien, ramener la main avec Elektra, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps Elektra. Parce qu'on sait que les Defenders reviendront, on les a vus dans le tournage. On voit du coup Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones arriver au tribunal pour défendre Matt Murdock. Donc ça va être intéressant de les revoir. On a vu Lady Muse qui sera une antagoniste secondaire, j'imagine. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Buck. Sheila en mer, ça va être intéressant aussi. Du coup, on va probablement revoir un petit peu White Tiger et compagnie. Bullseye qui va bosser pour la CIA et qui a buté des gens de façon légale, ça va être incroyable. Donc il y a plein de choses, donc il y a plein de superbes portes d'entrée qui sont laissées pour cette saison. Daredevil en prison qui va bien sûr certainement être libéré, je sais pas, au bout de la moitié de la série. En vrai, ça tout dépend de la menace qu'ils vont nous introduire. Si on a la main avec le retour de Elektra, on a vu que Elodie Young était à New York pendant le tournage de la saison 3, donc il est très probable qu'elle soit dans la saison 3, et j'espère parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu Elektra. Mais bon, vraiment mettre la main et introduire des personnages qui ont été mis en rumeur. On a des personnages comme Lady Bullseye qui est en rumeur, qui fait partie de la main, qui est aussi une fan de Bullseye, donc ça pourrait créer des trucs super intéressants avec Bullseye. Comme Ikari qui est ce ninja qui a subi la même expérience que Daredevil, la même expérience sensorielle que Daredevil, sauf que lui il a la vue. Ça pourrait être un méchant de fou, Ikari. Et puis je pense à d'autres antagonistes qu'on n'a pas revus, comme du coup le fils du hibou, le fils de Leland Housley, donc le gangster, le hibou, parce que maintenant que le fils qui est plus là, bah, la criminalité va certainement remonter. Donc revoir le hibou, ce serait cool. Revoir Turk Barrett peut-être en prison, ça pourrait être cool avec Matt Murdock. Revoir Melvin en gladiateur, ça pourrait être super cool aussi. Et même d'autres méchants qu'on n'a jamais eu de Daredevil, je pense à Mr. Fear aussi. Je pense à Typhoid Mary qui était dans Iron Fist et qui mérite d'enfin confronter Daredevil. Typhoid Mary, c'est quand même une grosse antagoniste. Donc il y a encore plein de choses à faire avec Daredevil. Après, je sais pas si la série tiendra, parce qu'on sait que la série fait pas des audiences de fou, on sait que c'est assez faible. Là, on a la saison 3, peut-être que ce sera la dernière. J'espère moins qu'ils feront moins une saison 4 pour conclure la série, si vraiment Marvel est prêt à arrêter la série, mais les rumeurs vont de bon train pour nous dire qu'ils vont faire des spin-offs sur Jessica Jones, Luke Cage, le Punisher déjà, etc. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire, mais après, pour moi, la solution, c'est de faire un film Spider-Man avec Daredevil et le Caïd. Pour moi, c'est la solution pour que les gens soient hypés par Daredevil et par le Caïd. Mais bon, les droits, ils sont chiants avec les droits. Donc voilà pour cette saison 2 de Daredevil Born Again. Je pense que j'en ai bien assez parlé. Le montage va être long. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un montage long de critique. C'est la passion qui parle, mais franchement, j'ai été quand même assez satisfait par cette saison. C'est qu'il y a des défauts de réalisation, souvent des défauts de montage aussi. Il y a quelques défauts de montage qui étaient un peu moches, quelques enchaînements de plans qui étaient assez moches quand même dans cette saison. J'ai oublié de le dire aussi. Donc des défauts de montage, des défauts de rythme, des défauts de développement de personnages. Le plus gros défaut, c'est vraiment le développement des personnages, puisqu'on a des personnages secondaires qui sont toujours pas assez intéressants, qui mériteraient encore plus de temps d'écran pour qu'on les rende intéressants. Ou sinon, on va juste buter les personnages pour qu'il y ait moins de personnages à développer. En plus, avec les Defenders en saison 3, je pense qu'on sera pas mieux, j'ai l'impression. La série va trop vite en termes de rythme, on mériterait beaucoup plus de temps d'écran et beaucoup plus de temps de pause, et beaucoup plus de temps pour respirer. Mais en dehors de ça, je trouve que l'arc des personnages est globalement très réussi. La conclusion de la confrontation Fisk-Matt est très réussie. Il y a plein de personnages qui ressortent clairement du lot, comme Bullseye, Daniel, Buck, Heather, Karen, etc. Et franchement, j'ai passé un super moment devant Daredevil Born Again saison 2, j'ai passé un meilleur moment que devant The Boys saison 5. Mais ça, c'est une histoire pour une autre vidéo. Du coup, merci à tous et à toutes d'avoir vu cette critique, longue critique en plusieurs parties certainement, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et j'espère que vous avez apprécié cette série. N'hésitez pas à donner votre avis, et puis, ciao.